Avec un délai annoncé de 10 à 15 jours, des bombardiers B-2 en arrière-plan et des avertissements selon lesquels de mauvaises choses arriveront si Téhéran refuse les exigences des États-Unis. La Maison-Blanche indique que la diplomatie est soutenue par une véritable force militaire. De plus, Tucker Carlson vient de se heurter de front à l'ambassadeur américain Mike Huckabee lors d'une interview qui provoque une onde de choc dans la droite américaine. La Minute de Jérusalem commence maintenant. Bienvenue à nouveau sur Jérusalem Initiative, ici sur JNS TV. Je m'appelle Josh Aston, correspondant pour JNS News ici au JNS Media Hub, aux côtés du PDG de JNS, Alex Treman. Alex, nous allons maintenant aborder l'interview de Tucker Carlson avec l'ambassadeur Mike Huckabee. On pourrait probablement faire toute une émission pour analyser cela. C'était une vidéo de 2h30, y compris le monologue de 30 minutes de Carlson, je crois, au début. Et tout a commencé lorsque Carlson est arrivé en Israël dans un avion privé, a atterri à l'aéroport Ben Gurion, et d'après ce que je comprends, il ne voulait pas quitter l'aéroport pour aller nulle part en Israël. Et ensuite, Carlson a inventé une histoire selon laquelle il aurait été détenu par le personnel de sécurité israélien, ce que tout le monde ici, y compris l'ambassadeur, a catégoriquement affirmé être faux. C'était complètement une fausse information. Il mentait à ce sujet. On peut vraiment analyser cela en détail, il y a beaucoup à cibler ici. Vous savez, on pourrait commencer ici avec notre ami Eitan Fischberger sur Twitter qui a vraiment fait un excellent travail pour l'analyser. D'abord, Carlson a affirmé lors de l'interview avec l'ambassadeur que les Juifs ashkénazes ne font pas partie du peuple juif et n'ont aucun droit sur la terre d'Israël, disant que nous ne sommes pas les vrais Juifs. Alex, on peut commencer là-dessus car il y a beaucoup à analyser. Je veux dire, honnêtement, j'ai dû regarder ça pour le travail, tu vois, et pour ce podcast. Je veux dire, c'était comme 2h30 de perdu pour moi, pour tout le monde. J'aurais préféré ne pas avoir à regarder ce type. Et il n'arrêtait pas de répéter encore et encore, on m'accuse d'être antisémite, on m'accuse d'être un nazi. Tu sais, ceux qui te pensaient antisémite avant cette vidéo n'ont pas changé d'avis. Ils ne vont pas se dire peut-être qu'il ne l'est pas. Je pense que tous ceux qui pensaient que Tucker Carlson était antisémite auparavant n'ont fait que renforcer leur opinion que Tucker Carlson est antisémite. Et la raison pour laquelle tu dis ça, c'est à cause des choses qu'il a dites pendant l'interview. Et d'abord, ça commence par son coup de gueule. Et comment a-t-il introduit son coup de gueule? Il a commencé son coup de gueule en disant qu'en général, on fait une interview et on la laisse parler d'elle-même sans raconter l'histoire avant de la montrer. Mais dans ce cas, je vais contextualiser l'intégralité de l'interview pour toi et je vais faire un énorme coup de gueule sur à quel point mon expérience a été horrible. D'accord. Et tu sais, il a parlé du fait qu'Israël est le pays le plus violent au monde. D'accord. Très bien. Et parce qu'il a dit que le plus haut pourcentage de civils ayant manié des armes, parce que nous avons une armée de réserve qui a dû être mobilisée, tu sais, il a dit qu'Israël mène une guerre sur 7 fronts contre tous ses ennemis. Donc Israël est le problème, n'est-ce pas? C'est probablement le pays le plus violent du monde, Israël. Existe-t-il un pays où une plus grande part de la population a déjà porté une arme ou tiré sur quelqu'un? Je veux dire, je ne connais pas la réponse, mais c'est un pays qui mène, comme on le sait, une guerre sur 7 fronts avec tous ses voisins. Tu sais, c'est aussi le pays qui a bombardé l'USS Liberty, en sachant, et on le sait grâce aux interceptions de la NSA, qu'il s'agissait de navires américains. Parce que l'Iran a développé la stratégie des relais terroristes, y compris les Houthis, le Hezbollah et le Hamas, et parce qu'en Syrie, ils ont déstabilisé l'Irak et la Syrie, et tout est contre nous, d'accord? Et Israël mène une guerre sur 7 fronts. C'est parce qu'Israël a lancé une guerre contre 7 de ses voisins. Donc Israël est le pays le plus violent au monde, non? Et ensuite, après cela, vous voyez toutes les calomnies comme quel droit les Juifs ont-ils d'être sur cette terre? Comment savons-nous que ce sont des Juifs? Il a sans cesse répété à propos de Netanyahou, de ses parents et grands-parents, disant qu'ils venaient de Pologne. Quelle preuve avez-vous qu'ils ont un quelconque droit ancestral sur cette terre? Ce que vous dites, c'est que certaines personnes ont un titre sur une région très contestée. Ils en sont profondément propriétaires. Donc je pense qu'il est juste de demander qui sont-ils et comment le savons-nous? Les ancêtres du Premier ministre actuel ne viennent pas d'ici selon l'histoire écrite. Il n'a aucun acte de propriété. Bibi Netanyahou, d'un côté, sa famille vient de Pologne. Ils sont d'Europe de l'Est. Alors comment savons-nous qu'il a un lien avec le peuple, les descendants d'Abraham, à qui Dieu a promis la terre? Comment le savons-nous? Ensuite, il est encore parti sur une autre digression encore et encore.
Les Irlandais ont-ils le droit d'être en Irlande et en Irlande du Nord? Et les Britanniques ont-ils le droit d'être en Grande-Bretagne? Et comment Stonehenge est plus ancien que n'importe quel temple? Et pourquoi parlons-nous du droit des Juifs à vivre en Israël? Pourquoi évoquons-nous le droit des Juifs à vivre en Israël, les sionistes chrétiens et la signification d'être sioniste? Et je pense que Huckabee l'a bien défini. Il a dit que le sionisme, c'est croire au droit du peuple juif de vivre en Terre sainte. Il a demandé, il dit, alors pourquoi parler de ce droit sans évoquer ceux des autres? Et j'aurais aimé que Huckabee dise, eh bien, la raison pour laquelle nous en parlons, c'est parce que les Nations unies, en 1975, ont adopté une résolution disant que le sionisme est du racisme. Donc, pendant des décennies, des gens ont essayé de nier tout le concept du sionisme en disant qu'il est illégitime et qu'il est illégitime pour le peuple juif de vivre sur cette terre. Et vous savez, Tucker partait dans tous les sens avec tous les mensonges. Il voulait savoir quelle est la définition du Grand Israël. Vous savez, il a dit où sont ses frontières, où sont les frontières de la Judée-Samarie, mais à chaque fois que Huckabee essayait d'insister et de dire, vous savez, les frontières dont nous parlons sont les véritables frontières de l'État. Tucker disait, pourquoi parler seulement de ces frontières? Pourquoi pas de frontières plus larges? Tout cela était absurde. Il essaie de le provoquer encore et encore. C'est juste une figure de style après l'autre. Je pense que le meilleur moment, c'est quand Tucker a dit, tu sais, peut-être que je suis juste un peu désagréable à ce sujet, tu sais, alors qu'il continuait à insister. Et Huckabee a dit, ouais, tu sais quoi, tu as vraiment été désagréable. On pourrait analyser ça longtemps, mais en résumé, il a dit être d'accord pour que l'Iran ait une arme nucléaire, comme s'il soutenait cela. Et d'un autre côté, eh bien, Ce qu'il a dit, tu sais, c'est qu'Israël ne devrait pas avoir d'armes nucléaires. Je ne pense pas qu'il soit du genre à dire que qui que ce soit devrait avoir des armes nucléaires. Je suis chrétien. Il n'arrêtait pas de dire je suis chrétien, je suis chrétien. Je ne crois pas au meurtre d'enfants. Je ne crois pas à la guerre. Je ne crois pas au meurtre de qui que ce soit. mais il a demandé que l'Iran l'obtienne. Bien sûr, tu sais, les catholiques, d'accord, ont été au cœur, tu sais, et derrière, tu sais, le meurtre de plus de juifs et de nombreuses guerres, tu sais, que presque n'importe quel autre peuple, n'est-ce pas? Donc lui, tu sais, il ne les a pas pointés du doigt et il n'a pas dit, eh bien, peut-être que vous, les juifs, êtes un peu sensibles parce que, tu sais, nous, les chrétiens, avons tué tellement de gens au fil des années, tu sais, ça n'allait certainement pas arriver. Mais il a dit qu'Israël ne devrait pas non plus avoir d'armes nucléaires, que c'est un gros problème. Tu sais, il a aussi essayé de provoquer Huckabee à propos de la situation à Gaza en répétant sans cesse « Regarde combien d'enfants ont été tués ». Regarde, il disait qu'un enfant de 14 ans à Gaza avait été tué, mais un reportage a révélé que c'était une fausse information sur un enfant prétendument tué par les FDI. Selon Huckabee, il était vivant et en bonne santé. Mais tu sais, si un enfant de 14 ans, un homme de 40 ans ou une personne de 80 ans avec une arme s'approche de toi, n'importe qui, toute personne raisonnable éliminerait cette menace. Selon Tucker Carlson, si un juif ou un soldat de Tsahal est menacé, ils n'ont pas droit à l'autodéfense. Il ne veut pas que les juifs vivent. C'est vraiment ça. Oui, je veux dire, c'est tellement important. Tu sais, il a essayé de cuisiner, tu sais, Huckabee sur les chiffres. Tu sais combien d'enfants as-tu tué? Tu sais, et puis quand Huckabee a été forcé d'utiliser les seuls chiffres sur lesquels nous pouvons nous appuyer, c'est-à-dire le ministère de la Santé de Gaza, et le ministère de la Santé de Gaza, c'est le Hamas, comme l'a dit Huckabee, et le ministère de la Santé de Gaza, tu sais, gonfle le nombre de personnes tuées, n'est-ce pas? Ils n'ont absolument aucun intérêt à diminuer le nombre de morts. Et puis dire qu'Israël avait fait plus pour réduire les pertes civiles que n'importe quelle autre armée dans l'histoire de la guerre. Tu sais, Tucker a dit, eh bien, comment le prouvez-vous? Avez-vous les chiffres? Combien de personnes ont été tuées ailleurs? Et quand Huckabee a dit qu'Israël fait plus pour réduire les pertes civiles que même les États-Unis, alors Carlson retourne la question à Huckabee et dit, tu sais, est-ce que vous attaquez l'armée des États-Unis en disant qu'ils ne font pas du bon travail? Et Huckabee répond, non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que peu importe ce que tu t'attendrais à ce qu'Israël fasse, Israël en fait plus que ce que tu attendrais. Comment tu le prouves? Tout ressemblait juste à une attaque venant de l'autre côté, un peu comme un boxeur, tu vois, qui envoie un uppercut, un direct, puis la gauche, puis la droite. Tu vois, Je ne sais pas pourquoi Huckabee a fait ça, honnêtement. Je pense qu'en quelque sorte, c'est vraiment indigne de lui de s'asseoir. avec Tucker Carlson, vous voyez à quel point il a un grand sens des responsabilités. Je pense que, vous savez, si vous regardez Huckabee, c'est un homme tellement honorable. Et des gens ont dit, et nous ne savons pas si c'est vrai, je ne peux pas vraiment le vérifier, mais ce qu'on m'a dit
Vous savez, en off, à titre confidentiel, c'est que, vous savez, Huckabee, avant la guerre de 12 jours, il a envoyé une note au président où il disait, vous savez, peut-être que c'est Dieu qui a épargné votre vie ce jour-là lors du rassemblement de campagne, juste pour un moment comme celui-ci, afin de s'assurer que l'Iran ne franchisse pas le seuil nucléaire et ne représente pas une menace existentielle pour Israël. Et si vous adoptez cette mentalité, n'est-ce pas? Je pense que Huckabee s'est dit, vous savez, peut-être que j'ai été nommé ambassadeur en Israël pour un moment comme celui-ci. Vous savez, quand vous avez ce commentateur médiatique très influent en Amérique qui diffuse toutes sortes de fausses informations contre l'État d'Israël, contre le peuple juif et surtout, je pense, contre la relation entre les États-Unis et Israël. Parce qu'au final, c'est ça qui dérange Tucker. Il est contrarié et il l'a répété à plusieurs reprises. Il estime que les États-Unis agissent dans l'intérêt d'Israël avant leur propre intérêt américain. Huckabee, représentant des États-Unis en Israël, a estimé que c'était sa responsabilité. C'est pour s'opposer à cela qu'il a été nommé ambassadeur et il l'a fait et selon moi, il a fait un excellent travail. Est-ce que je lui donnerais 100% sur chaque sujet? Non, je pense qu'il y a certains domaines où il aurait pu faire mieux. Par exemple, quand Tucker parlait sans cesse du Grand Israël, Huckabee aurait pu répondre en disant « Eh bien, en fait, le mandat britannique pour créer un État juif dans la région qu'on appelait la Grande Palestine l'incluait. Tout Israël et tout ça, d'accord, mais la communauté internationale d'abord, les Britanniques ont coupé 75% de ce territoire et ont créé un royaume hachémite en Jordanie, même si la majorité de la population en Jordanie est palestinienne. Personne n'en parle. Et ensuite, les Britanniques voulaient encore diviser la terre et la partitionner en ces enclaves juives et arabes non contiguës à l'intérieur de ce qui restait d'Israël. Et Israël a dit, ben d'accord, on prendra ce qu'on nous donne, non? La seule raison pour laquelle Israël a grandi, c'est parce qu'il a été attaqué par ses voisins, par ses ennemis et a pris ses terres en se défendant lors des guerres. Et Israël n'est jamais passé à l'offensive pour prendre plus de terres. Donc, même si on parle d'un grand Israël, on voit le contraire. Tout le monde essaie de réduire Israël. Et il voulait savoir ce que Netanyahou voulait dire et ce que Huckabee voulait dire quand on parle d'un grand Israël ou ce que Netanyahou voulait dire quand il a évoqué Amalek, ce qui revient essentiellement à dire qu'il existe un ennemi génocidaire qui veut attaquer l'État d'Israël sans raison. Et quand cela arrive, il faut les éliminer, n'est-ce pas? Et donc, quand Huckabee dit cela, il n'y a aucune politique qu'Israël ait démontrée qui indique qu'ils veulent tuer jusqu'au dernier Gazaoui, hommes, femmes, enfants et bétail. Et donc, Tucker a continué à insister et à répéter, vous savez, eh bien, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et Huckabee, franchement, je ne pense pas que cela compte. Mais quand Huckabee a défié Tucker sur les propos de ceux qui disent « du fleuve à la mer », il a rappelé que cette expression est une revendication génocidaire, signifiant que toute la terre du Jourdain à la Méditerranée devrait être sans Juifs. Tucker dit « Tu ignores ce qu'ils ont dans le cœur. » Ouais, bien sûr, évidemment. Alors, Tu sais, tout ça, c'était juste comme 2 heures et demie complètes de vomi, d'hypocrisie, de figures de style et de débats de lycée. Tu sais, honnêtement, j'ai eu de la peine pour Huckabee, il a juste dû rester là et encaisser ses coups. Mais tu sais quoi? On encaisse tous ses coups. Et ce n'est pas juste Tucker, c'est tous ceux qu'il a mis en avant, c'est Piers Morgan. Mais je pense je pense que ce serait bien de juste lire ici. ouais, Tu sais, Huckabee a publié toute une série de tweets pour défendre ce qui s'est passé là-bas. ouais. Je ne sais pas si tu veux lire. Donc non, Je pense juste que celui-ci est la plus importante. en m'asseyant avec Tucker Carlson mercredi, je m'attendais à une discussion réfléchie, qu'il pose des questions et me laisse répondre, comme il l'a fait avec le sympathisant nazi Nick Fuentes ou celui qui pensait qu'Hitler était le gentil et Churchill le méchant. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était une longue série de questions où il semblait insinuer que les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas vraiment les mêmes personnes que les Juifs de la Bible. Ouais. Je veux dire, Ça termine ce tweet en disant « J'espère sincèrement que Tucker me fera savoir quand il voudra vraiment apprendre des faits sur la terre et le peuple. il connaît les faits. Ce n'est pas un idiot, il déteste juste les Juifs. M'interroger sur des théories du complot devrait rester marginal, pas au centre des discussions. Une fois, on a exploré la génétique et tout ça, et Huckabee a dit, d'après ce que nous savons, la génétique et de nombreux écrits montrent que les Juifs d'aujourd'hui peuvent retracer leur lignée sur des milliers d'années jusqu'à Israël et au peuple juif de la Bible. Les haineux ici, et je suis sûr que Carlson serait d'accord, nous disent toujours, vous savez,
retournez en Pologne, retournez en Pologne. Quand 6 millions de Juifs sont assassinés dans cette partie du monde, ils disent « Partez d'ici, allez, partez d'ici, retournez dans votre patrie, retournez en Israël, nous ne voulons pas de vous en Europe. » On vient ici, puis ils disent de rentrer en Pologne. Ce sont les mêmes antisémites. Au tout début de l'Holocauste, d'accord, avant la solution finale d'Hitler, Hitler disait partout que ce sont des peuples sans terre. D'accord, c'est ça le problème. Le problème, c'est que ces Juifs, ce ne sont pas des Allemands. Ils n'ont pas leur place en Europe. Ils ont une terre et ils doivent quitter notre continent pour aller chez eux. Donc, on nous déteste parce qu'on est un peuple sans terre. Et maintenant qu'on a une terre, on est un peuple qu'on déteste parce qu'il a une terre. Eh bien, devinez quoi? Vous savez, on a compris le message. On comprend ce que vous voulez dire. Oui, absolument. D'ailleurs, le président de la Knesset, Amir Okana, a dit « Si j'étais en Amérique, je serais très fier de savoir qu'un homme sage, déterminé et brillant comme Mike Huckabee, l'ambassadeur, représente mon pays. » Donc, l'État d'Israël, nos responsables ici félicitent Mike Huckabee et le travail qu'il a accompli pour la cause. Beaucoup de personnes sont venues défendre Huckabee, mais en même temps, Tucker Carlson emmène son public dans ce voyage depuis longtemps. Donc, je n'ai pas vu combien de personnes ont regardé l'interview, mais supposons au moins des centaines de milliers, voire probablement plus, jusqu'à des millions. Et beaucoup d'entre eux, je pense, croient que tout ce que dit Tucker est correct. Et la raison, c'est que je pense que Tucker avait un rôle important à jouer. Vous savez, quand il était sur Fox, quand il expliquait aux gens la désinformation qui était diffusée pendant le COVID et tout le récit autour du COVID. Vous savez, c'est lui qui révélait ce qui avait été caché dans l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Vous savez, c'est lui qui a révélé tout le faux récit du mouvement Black Lives Matter. C'était très important. Et donc, c'est très décevant pour nous quand maintenant il met dans le même sac ce qu'Israël fait dans cette guerre avec Gaza. Si vous veniez ici et passiez du temps en Israël, vous verriez que c'est une armée du peuple et que nous avons été attaqués. Nous ne voulions pas cette guerre. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, l'arrogance du 6 octobre venait du fait que nous ne voulions pas la guerre. C'est pourquoi nous étions prêts à ignorer tout ce que nos ennemis disaient qu'ils allaient nous faire. C'est pourquoi nous étions prêts à ignorer les préparatifs que nos ennemis faisaient pour nous attaquer parce que nous espérions, pas forcément que nous le croyions, mais nous espérions sincèrement qu'ils ne nous attaqueraient jamais parce que nous ne voulions pas de guerre et nous ne voulions pas faire ce que nous devions faire. Mais ensuite, quand nous sommes entrés dans Gaza, qu'avons-nous trouvé? Nous avons découvert que chaque bâtiment était piégé. Nous avons découvert que 500 km de tunnels traversent toute la bande de Gaza, débouchant dans chaque maison, jusque dans les chambres et sous les berceaux des enfants. Bien, les armes sont cachées dans les chambres d'enfants. Presque chaque maison a un Mein Kampf, d'accord. Et quand c'est le cas, vous savez, que peut faire Israël quand les terroristes se cachent parmi la population civile, quand les terroristes se cachent dans les hôpitaux, dans les églises, dans les mosquées, dans les écoles, d'accord? Ils ont mis en place tout ce théâtre, cette mise en scène complète où ils se cacheraient parmi la population civile, de sorte qu'Israël n'aurait pas d'autre choix que de tirer et qu'on ne saurait même pas qui est un combattant et qui est un civil. Et ils pouvaient simplement, et ils n'ont jamais fait de distinction, n'est-ce pas? Le Hamas n'a jamais distingué les chiffres entre qui est un combattant et qui est un civil. Et ils disent simplement qu'Israël a tué, vous savez, 60 000, 70 000 personnes. Et vous savez, on ne peut pas vérifier si ces chiffres sont vrais. Nous voyons constamment les chiffres baisser lentement sans jamais savoir qui est un combattant. Et puis aussi, quand on parle à nouveau des enfants, ce que fait Tucker, vous savez, nous avons vu, nous avons entendu que le Hamas et le ministère de la Santé de Gaza considèrent tout le monde, y compris jusqu'à 18 ans, comme un enfant. Toute personne jusqu'à 19 ans est considérée comme un enfant. Et quand vous mettez des fusils, des mitrailleuses entre les mains de jeunes de 18 ans et qu'ils tirent sur des soldats de Tsahal, puis que vous les appelez des enfants qui ont été tués, je veux dire, tout cela est absurde. Encore une fois, j'aimerais ne pas avoir à regarder ça. J'aimerais que personne n'ait à le regarder. Mais malheureusement, Je ne veux pas le promouvoir. mais tout le monde va le regarder. Tout le monde va le regarder. Le sommet JNS de politique internationale 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au Waldorf Astoria à Jérusalem. Cela s'annonce comme quelques jours exceptionnels et nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. Rendez-vous sur jnssummit.org pour vous inscrire et découvrir la liste des intervenants. C'est un groupe de tout premier plan.
J'espère vous rencontrer à Jérusalem en avril. Alex, nous attendons toujours une éventuelle frappe américaine contre l'Iran. Le Wall Street Journal du week-end indique qu'il pourrait s'agir d'une frappe limitée, peut-être pour attirer l'attention du régime iranien avant une frappe à grande échelle. Mais ici, en Israël, nous sommes simplement en train d'attendre. Tout le monde attend avec impatience de savoir quand cette frappe pourrait avoir lieu. Je pense que tout le monde joue à ce jeu d'attente et c'est un jeu de devinettes. Et les médias jouent aussi aux devinettes. Le Wall Street Journal rapporte, selon leurs informations, qu'il pourrait s'agir d'une frappe limitée. Vous savez, Axios publie des rapports sur le moment où une frappe potentielle pourrait avoir lieu. Ce que je dirais, c'est qu'on ne devrait se fier à aucun de ces médias avec leurs informations en ce moment. Il y a tout simplement une quantité incroyable de spéculation et de désinformation qui circulent dans les médias grand public. Et en réalité, aucun d'entre nous n'a vraiment une bonne idée de ce qui se passe dans la tête du président Trump ici. Je pense qu'il souhaite voir une sorte de règlement négocié. Mais en même temps, je pense qu'il commence à adopter le point de vue des Israéliens, qu'il ne peut pas y avoir de règlement négocié avec les Iraniens, que les Iraniens utilisent simplement la négociation comme un moyen de gagner du temps, de retarder, de survivre un jour de plus, mais que tout règlement négocié auquel l'Iran parviendrait ne vaudrait même pas le papier sur lequel il est écrit. L'Iran cherche simplement à utiliser les négociations comme un outil pour obtenir ce qu'il veut de cette situation, et ce qu'il veut, c'est assurément survivre. Et ce qu'ils veulent aussi très clairement, malgré tout ce qu'ils disent en public, c'est posséder une arme nucléaire opérationnelle. Alex, voici le tout dernier extrait du président Trump. À toi. Le peuple iranien est très différent des dirigeants de l'Iran et c'est une situation vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais 32 000 personnes ont été tuées en relativement peu de temps. Ils allaient pendre 800 personnes il y a 2 semaines. Pendre, certains par des grues. Mais non, j'ai beaucoup de peine pour le peuple iranien. Ils ont vécu comme ils ont vécu en enfer. Voilà donc le président qui dit qu'il croit que l'Iran a tué 32 000 personnes. Le président fait une distinction claire entre le peuple iranien et le régime. Oui, le peuple iranien est fatigué de ce régime. Le peuple iranien préférerait que l'argent que le régime consacre aux armes nucléaires, aux missiles balistiques ou à des relais terroristes comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis soit utilisé plutôt pour résoudre leurs problèmes d'eau. Leurs problèmes d'électricité pourraient être mieux résolus en investissant dans l'économie et ainsi ils n'auraient pas à subir ces sanctions imposées à cause du développement d'armes nucléaires illicites. Et c'est la raison pour laquelle la monnaie, le rial, se négocie entre 1,2 et 1,4 million pour un seul dollar américain. Donc, il est certain que le peuple iranien a toutes les raisons d'en avoir assez du régime. C'est pourquoi ils sont descendus dans la rue. Et ensuite, on voit le résultat, la réaction du régime qui est de faucher les manifestants dans les rues. Et ici, vous dites que Donald Trump affirme qu'il y en avait 30. Nous voyons Donald Trump dire qu'il y a eu 32 000 personnes fauchées. Il faut aussi revenir au début de cette manifestation où l'on rapportait la présence de plusieurs centaines, voire un millier de personnes. Et Donald Trump a dit au régime iranien « Ne tirez pas sur les manifestants, nous les soutiendrons. Nous sommes prêts à intervenir. L'aide arrive. » Eh bien, prêts à intervenir, oui. Non seulement nous sommes prêts à intervenir, mais nous le sommes bien plus que quiconque pourrait l'imaginer. Avec l'USS Lincoln, l'USS Ford maintenant en route vers le Moyen-Orient, une armada massive, comme l'a appelé le président, des centaines de vols de chasseurs vers la région, ainsi que des avions ravitailleurs et des avions de transport, tout cela arrive dans la région. Et vous savez, cela crée une situation où je ne sais même pas si Trump a une issue à ce stade. Vous savez, à un certain moment, on déplace toute l'armada en position. Tant que le régime iranien va continuer sa belligérance, vous savez, je ne vois pas comment cette situation va pouvoir se désamorcer à ce stade. Donc en même temps, le vice-président Vance a déclaré qu'il y avait des progrès dans les discussions, des discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran. Mais cela étant dit, le président Trump a ses lignes rouges. Regardons cet extrait. Une chose que je dirais à propos de la négociation ce matin, c'est que, vous savez, d'une certaine manière, cela s'est bien passé. Ils ont accepté de se rencontrer par la suite. Mais d'un autre côté, il était très clair que le président a fixé certaines lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître et à accepter. Donc, nous allons continuer à travailler dessus. Mais bien sûr, le président se réserve la possibilité de dire quand il estime que la diplomatie a atteint sa fin naturelle. Nous espérons ne pas en arriver là. Mais si c'est le cas, ce sera la décision du président. Le vice-président des États-Unis évoque des progrès. Mais encore, cela pourrait-il être un écran de fumée?
De quoi s'agit-il exactement? Il dit que le président a des lignes rouges que les Iraniens ne sont même pas encore prêts à reconnaître. Cela signifie que oui, ils sont venus s'asseoir. Oui, dans ce sens, c'est productif. Oui, les Iraniens se prêtent à cette mascarade et expriment une volonté de négocier potentiellement sur la question la plus importante, qui est la question nucléaire, une question sur laquelle on ne peut pas leur faire confiance, rien que sur ce point. Même sur les autres sujets abordés par le président, les lignes rouges concernent les missiles balistiques et le financement de relais terroristes. C'est l'abattage de citoyens dans les rues. Et là, les Iraniens ne sont même pas prêts à reconnaître que ce sont des lignes rouges dans les négociations. Donc pour moi, cela envoie un signal fort que les négociations n'avancent pas rapidement. Et je pense que cela laisse Trump, Vance et d'autres très frustrés. Et en même temps, encore une fois, quand vous avez cette énorme armada stationnée là où elle est, cela coûte des milliards de dollars rien que pour la déplacer là-bas et pour la maintenir stationnée là-bas. Donc, vous savez, je pense qu'il pourrait y avoir une autre tentative de négociation, mais le président envoie maintenant des signaux que cela pourrait être, vous savez, il y a quelques semaines, il disait que cela pourrait prendre environ 1 mois. Maintenant, on entend des signaux où il dit, vous savez, que cela pourrait être 10 à 15 jours. Je pense qu'à moins de voir un changement radical dans l'attitude de la République islamique, nous nous dirigeons très rapidement vers une sorte de frappe militaire. Et puis la question est, à quoi ressemble une frappe militaire? Vous savez, le Wall Street Journal rapporte encore que cela pourrait être une frappe limitée pour les amener à croire aux négociations. Je ne pense pas qu'une frappe limitée va les amener à croire à la négociation. Je pense qu'une frappe limitée va annoncer le début d'une guerre. Et puis la question est, vous savez, qui est l'acteur principal dans cette première frappe? Est-ce que ce sont les États-Unis? De toute évidence, les États-Unis pourraient y faire tout cela eux-mêmes, mais je pense que les lignes rouges dont parle le président, certaines d'entre elles sont des lignes rouges israéliennes. Vous savez, les missiles balistiques sont une ligne rouge pour Israël, et parce que c'est une ligne rouge pour Israël, je crois en fait que le premier ministre d'Israël en a parlé au président. Lorsqu'il s'est rendu à la Maison-Blanche il y a un peu plus d'une semaine, il a apporté des renseignements démontrant que l'Iran progresse dans ses capacités de missiles balistiques ainsi que dans son programme nucléaire. Beaucoup craignent ce que l'Iran pourrait faire, qu'il ait ou non une arme nucléaire opérationnelle. Peut-être qu'ils n'ont pas encore une arme nucléaire pleinement enrichie. Il pourrait avoir une sorte de bombe sale qu'il pourrait assembler sur un missile balistique. Peut-être qu'ils ont un autre moyen de lancer un missile nucléaire ou une bombe sale ou des armes chimiques qu'ils pourraient en placer sur un missile balistique. Mais je crois que Netanyahou est venu voir Trump avec des renseignements dont nous ne connaissons pas la nature, en disant qu'il y a une ligne rouge ici, qu'il y a un calendrier très limité, et qu'Israël va frapper de manière préventive pour s'assurer que l'Iran n'ait pas la capacité d'envoyer la charge qu'ils essaient d'envoyer sur Israël. Et cela influence les calculs de Trump. Donc, c'est rassurant d'entendre que Trump est très à l'écoute de ce que dit Netanyahou, de ce que dit Israël, de quelles sont ses lignes rouges, quels sont ses délais. Trump dit maintenant que cela pourrait être dans 10 jours. Peut-être que c'est 15 jours, peut-être que c'est 10 jours, on ne sait pas exactement, mais attachez vos ceintures. Oui, tout à fait. Vous avez évoqué les missiles balistiques et les groupes terroristes par procuration. Israël doit affronter chaque jour ces groupes terroristes par procuration, comme le Hamas à Gaza ou le Hezbollah au nord. Je mentionne le Hezbollah car au moins 10 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans l'est du Liban vendredi, parmi les plus meurtrières récemment. Donc Israël doit toujours faire face à ce qu'il reste du Hezbollah au Liban. Eh bien, ce n'est pas une situation où il s'agit simplement de gérer les choses. C'est une situation à laquelle Israël s'attend pleinement et pour laquelle il doit se préparer à faire face à tout ce que le Hezbollah a encore dans sa capacité d'attaquer Israël si une frappe quelconque est lancée contre l'Iran. Rappelez-vous que le Hezbollah a toujours été le facteur dissuasif pour empêcher Israël de frapper l'Iran et son programme nucléaire. Le Hezbollah était doté de plus de 10 000 missiles, de roquettes à longue et courte portée pointées vers Israël qui pouvaient infliger des dégâts importants à Israël. Comme ils sont lancés de près, il est beaucoup plus difficile pour Israël d'intercepter tous les projectiles. Et donc, comme Israël s'attend à ce que le Hezbollah devienne très actif, même s'ils ne l'ont pas été pendant la guerre de 12 jours, ils n'ont pas tiré un seul coup. Mais si cela doit signifier la fin du régime iranien, la direction en Iran, vous pouvez être certain, ou du moins vous devez être pleinement préparé, que le Hezbollah va lancer tout ce qu'il a contre Israël,
Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est une augmentation des actions préventives israéliennes dans le sud du Liban. Ici, il était dans l'est du Liban pour éliminer tout ce dont ils connaissent l'existence, surtout s'il s'agit de lance-missiles et de missiles qui pourraient être tirés sur Israël. Alors Alex, allons au Conseil de la paix qui a tenu sa première réunion jeudi dernier. Nous aborderons le Hamas, Gaza et la raison de la réunion du Conseil de la paix. Le président a aussi mentionné l'Iran. Toi et moi avons tous les deux regardé la vidéo en direct. Regardons d'abord les commentaires du président Trump sur l'Iran. Nous devons trouver un accord important, sinon de mauvaises choses pourraient arriver. Nous pourrions aller plus loin ou conclure un accord. Vous allez le découvrir probablement dans les 10 prochains jours. Voilà donc le président qui dit que si un accord n'est pas trouvé, de mauvaises choses vont arriver pour les Iraniens. Oui, je pense que c'est le cas. Enfin, toute la réunion du Conseil de la paix était un peu surréaliste. Enfin, le simple concept qu'il existe un Conseil de la paix, c'est un signal très, très clair que les Nations unies sont tout simplement un échec en tant qu'organisation, même si Trump a dit pendant ses commentaires qu'il a été en contact avec l'ONU, le président, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et que c'est un homme bien et que l'ONU commence en fait à suivre sa direction. Ils n'ont pas exploité leur potentiel, a-t-il déclaré. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on voit Donald Trump sortir souvent du script, parler de différents dirigeants, demander à certains de se lever et dire à quel point tout le monde fait du bon travail, vous savez, en disant qu'ils ont pratiquement mis fin à la guerre à Gaza, qu'ils ont pratiquement mis fin à la guerre au Moyen-Orient. En Israël, nous savons que la guerre au Moyen-Orient continue, n'est-ce pas? Même le premier ministre s'est adressé la semaine dernière à la conférence des présidents des principales organisations juives américaines. Et vous savez, il a essentiellement dit que nous savons que nous menons cette guerre depuis plus de 2 ans. C'est la guerre la plus longue de l'histoire d'Israël. Il n'a pas laissé entendre que la guerre était terminée. Et je pense que vous voyez encore les FDI actives à Gaza, les FDI se préparant à retourner à Gaza de manière importante. Les FDI sont encore très actives au Liban et il est clair qu'une escalade majeure, très importante, est sur le point de se produire en Iran. Je pense que Trump voulait peut-être avoir cette réunion avant toute action militaire potentielle en Iran. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, voyons si ce Conseil de la paix va se rallier derrière le président des États-Unis alors qu'il se prépare potentiellement à frapper en Iran. Alex, voici aussi l'extrait de l'envoyé spécial Steve Witkoff qui dit que le président Trump commence à être frustré et pensait que les Iraniens seraient déjà revenus à la table des négociations. Regardons-le. Je ne veux pas utiliser le mot frustré. C'est presque parce qu'il comprend qu'il a beaucoup d'alternatives. Mais c'est curieux. Il se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je ne veux pas utiliser le mot capituler, mais pourquoi ils n'ont pas capitulé. Pourquoi, sous ce genre de pression avec la puissance maritime, la puissance navale que nous avons là-bas, pourquoi ils ne sont pas venus vers nous en disant « Nous affirmons que nous ne voulons pas d'armes. Donc voici ce que nous sommes prêts à faire. » Et pourtant, il est difficile de les amener à ce point-là. Alors Alex, que penses-tu de cet extrait où Steve Witkoff dit que le président Trump en a assez et commence à être frustré? Il pensait qu'à ce stade, en voyant l'armada se rassembler sur les côtes de l'Iran, il serait déjà revenu à la table des négociations. Je pense que Witkoff et Kushner réalisent enfin à qui ils ont affaire et l'arrogance de croire pouvoir obtenir un accord d'emblée. À moins, bien sûr, que ce n'était qu'un exercice, n'est-ce pas? Peut-être pour préparer des négociations. Avec l'Iran, c'était juste un exercice pour persuader le public américain qu'il n'y avait pas d'autre choix, car nous avions d'abord tenté les négociations. Peut-être que c'était un exercice pour montrer à la communauté internationale, comme le Conseil de la paix, les Nations unies et d'autres, que Trump a effectivement essayé de parvenir d'abord à un règlement négocié. Mais vous savez, il faut comprendre qui sont les Iraniens et l'idée qu'ils vont capituler. Bien sûr, ils devraient capituler. Ils devraient admettre qu'ils sont sur le point de se faire pulvériser et que s'ils veulent survivre un jour de plus, ils devraient accepter tout ce que le président leur dit d'accepter. Évidemment, ils pourraient avoir leurs propres exigences, dire « d'accord, nous accepterons tout, lever les sanctions ». Ils pourraient dire « commençons par l'essentiel si vous voulez négocier, pourquoi ne pas retirer un peu cette armada? Il est difficile de négocier sous pression. » Oui, nous allons signer l'accord sur le nucléaire. Reculez d'abord votre armada, puis nous discuterons des missiles balistiques et des proxys. Si vous souhaitez que nous cessions le programme de missiles balistiques ou le financement des proxys, nous le ferons si les sanctions sont levées. Ce serait le type de négociation attendu.
Mais ce n'est pas ce que nous entendons de la part des Iraniens. Ce que nous entendons, c'est un ton de plus en plus agressif envers les États-Unis, des menaces. Ils ont diffusé une vidéo la semaine dernière, ou du moins nous avons vu une sorte de vidéo qui est attribuée au régime iranien. Il y avait une vidéo générée par l'IA, vous savez, montrant un missile frappant un porte-avions. Vous avez entendu que le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a dit que la seule chose plus impressionnante qu'un porte-avions, ce sont les armes qui détruisent un porte-avions, n'est-ce pas? Donc, vous savez, on entend de plus en plus un ton agressif de la part du régime iranien. Et encore une fois, ce que cela signifie pour moi, c'est premièrement que vous devez comprendre leur stratégie ici, à savoir qu'ils ne vont pas reculer. Ils ont besoin de montrer leur force à leur propre peuple. Mais deuxièmement, il faut se demander, et c'est ce qui inquiète tous les Israéliens, quel tour ont-ils dans leur manche? Encore une fois, ont-ils une bombe sale? Ont-ils une arme chimique? Ont-ils une arme nucléaire opérationnelle? Même s'ils ne l'ont pas fabriquée eux-mêmes, l'ont-ils acquise du Pakistan, de la Corée du Nord? Y a-t-il une arme qu'ils auraient obtenue lors de l'effondrement de l'Union soviétique? Ce sont donc toutes des choses dont Israël doit s'inquiéter, dont les États-Unis doivent s'inquiéter en termes de représailles. Mais non, il ne semble pas que les Iraniens capitulent. Oui, absolument. Et Alex, je veux revenir au Conseil de la paix, car la réunion portait principalement sur Gaza. Le président Trump affirme croire que le Hamas déposera les armes avec son plan de paix. Regardons la vidéo. La guerre à Gaza est terminée. C'est fini. Il y a de petites flammes, de petites flammes. Le Hamas a été, je pense qu'ils vont abandonner leurs armes. C'est ce qu'ils ont promis. S'ils refusent, ils feront face à une réaction très dure, ce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, toutes ces choses, comme le fait qu'ils ne craignent pas de mourir. Ils m'ont dit que ce n'était pas vrai. On disait qu'ils n'avaient pas peur de mourir, mais ils affirmaient le contraire. Ils ne veulent pas mourir. Personne ne le veut. Le président affirme que la guerre à Gaza est finie. Nous en discuterons bientôt, mais nous savons qu'elle ne l'est pas. Les troupes de Tsahal sont au sol à Gaza et la menace est toujours présente, même si Israël contrôle environ 53% de Gaza. Aussi, c'est intéressant, Trump affirme que les terroristes islamistes lui ont dit, le Hamas, que contrairement à la croyance populaire, ils ne veulent pas mourir. Et je vais interpeller le président sur ce point parce que toute l'idéologie djihadiste du Hamas repose sur le martyr. C'est ce qu'on enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge, que la meilleure chose dans la vie, c'est de mourir pour le djihad. Je pense que les dirigeants du Hamas, qu'ils soient encore dans les hôtels au Qatar, en Turquie ou ailleurs, ne veulent pas mourir car ils mènent une belle vie. Mais je pense que leurs soldats sont prêts à mourir pour emmener autant de Juifs que possible avec eux. Ce sont des kamikazes. Pourquoi ne se sont-ils pas soulevés contre le Hamas comme le peuple iranien se soulève contre la République islamique? Parce qu'ils ont été endoctrinés depuis leur jeunesse. C'est la dichotomie à Gaza. Vous parlez du bande de Gaza, plus de 50% de cette population a moins de 18 ans. Ils sont passés par le système scolaire. Ils sont passés par la mosquée. Leurs parents les ont endoctrinés avec ce sentiment de martyr pour devenir des kamikazes. Vous voyez les vidéos des camps d'été de ces enfants où ils jouent des pièces de théâtre. Par exemple, vous savez, quand mes enfants vont en colonie de vacances ou autres, ils font des spectacles. Vous savez, c'est autour de la culture, c'est autour des héros bibliques. On apprend à ces enfants dans des camps d'été à rejouer des massacres comme ceux du 7 octobre et cela depuis des années. Ils acceptent de vivre sous des tentes, peu importe. Ils refusent de partir et ne cherchent pas forcément une vie meilleure. Toute cette idée selon laquelle les Palestiniens sont innocents. Les Palestiniens, les Gazaouis sont innocents dans le sens où, en tant qu'enfants, ils ont été endoctrinés, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils le voulaient. Eux-mêmes sont pris en otage. Donc oui, on peut avoir de la compassion pour eux, mais on a de la compassion à cause de ce que le Hamas leur a fait. Donc, ils ne vont pas simplement déposer les armes. Maintenant, je pense que ce que Trump espère, c'est la même chose que ce que vous entendez Witkoff dire à propos de l'Iran. Il dit, vous savez, pourquoi ne capitule-t-il pas sous toute cette pression? Donc ici, ils adoptent une approche un peu différente, d'accord? C'est-à-dire que d'un côté, Israël contrôle la moitié du territoire. Israël menace d'aller éliminer les 50 000 armes restantes du Hamas ou quoi que ce soit. Et ce que fait Trump, c'est qu'il agite la carotte. Il a dit que les États-Unis sont prêts à mettre 10 milliards de dollars dans le Conseil de la paix. Pour que tous ces autres pays siègent au Conseil de la paix, ils doivent donner 1 milliard de dollars au Conseil de la paix pour y siéger. Donc, il y a beaucoup d'argent sans savoir précisément à quoi il servira.
tout ira-t-il à la bande de Gaza? Je ne sais pas, mais c'est une carotte importante d'au moins plusieurs milliards de dollars qui attendent d'être investis à Gaza si seulement le Hamas accepte de se désarmer et si la bande de Gaza est complètement démilitarisée. Maintenant, une partie du génie de ce que Donald Trump fait avec le Conseil de la paix, c'est de voir qui siège au Conseil de la paix. Eh bien, le Qatar est là, la Turquie est là, l'Égypte est là, la Jordanie est là. Donc, l'idée, c'est que si tous ces pays font partie du Conseil de la paix, et que Donald Trump recrute cette force internationale de stabilisation, cela représente suffisamment de pression de la part des soi-disant amis du Hamas pour dire « Hey, c'est fini, déposez les armes ». D'accord. Et Israël a annoncé ce chiffre qui est très important. Ils ont identifié 50 à 60 000 armes. Cela signifie que s'ils doivent se désarmer, Israël veut voir un tas de 50 000 armes. Ce n'est pas un chiffre ambigu. Nous savons de combien d'armes il s'agit. Mais l'idée qu'ils vont les déposer, honnêtement, je pense qu'ils espèrent que la stratégie, c'est « tu sais quoi, vas-y, fais-moi plaisir, revenez, on vit déjà sous des tentes, on s'en fiche ». Et que se passe-t-il quand Israël revient? Vous savez, la même stratégie qu'avant, la communauté internationale s'indigne à nouveau sur la façon dont Israël tue des civils innocents dans la bande de Gaza. Donc, c'est la stratégie du Hamas. Ça a toujours été la stratégie du Hamas. Je pense que Trump découvre à ses dépens la réalité du Moyen-Orient alors qu'Israël l'a déjà compris. L'essentiel, c'est qu'Israël sait qui est le Hamas. Israël comprend qui sont les Iraniens. Il a été prouvé qu'Israël avait raison encore et encore en ce qui concerne qui sont les ennemis au Moyen-Orient. Et c'est exactement pourquoi Israël ne peut pas gérer ses ennemis de la manière dont les pays occidentaux veulent qu'Israël le fasse. Parce que, franchement, nous ne faisons pas face à cette menace à 5 000 ou 10 000 kilomètres d'ici. Nous faisons face à cette menace qui est dans notre arrière-cour, presque dans notre salon. Donc, vous savez, Israël n'a pas le choix. Ils doivent savoir qui sont nos ennemis. Trump l'apprend à la dure, Mais je pense que Trump... commence vraiment à comprendre. Alors Alex, parlons de la Force internationale de stabilisation. Qui sont-ils? Que vont-ils faire? Quel est leur mandat? Lors de la réunion du Conseil de la paix, plusieurs pays, dont le Maroc, le Kosovo, le Kazakhstan et l'Albanie, ont promis d'envoyer des troupes. Et je parle avec l'Indonésie qui a déclaré qu'elle enverrait 8000 soldats à Gaza. L'Indonésie a clairement dit qu'elle ne combattrait pas le Hamas. Nous en avons déjà discuté. Quand cette force ira-t-elle à Gaza? Nous avons souvent affirmé que seuls les hommes et femmes courageux de Tsahal peuvent vraiment nous protéger. L'Indonésie, elle, déclare qu'elle ne combattra pas le Hamas. Quel est donc leur but sur place? Vont-ils être une sorte d'armée d'aide humanitaire distribuant de la nourriture et de l'eau aux Gazaouis? Je veux dire, quel est l'intérêt de tout cela s'ils ne sont vraiment pas chargés de stabiliser la situation ou s'ils ne sont pas prêts à le faire? Eh bien, Trump a effectivement dit dans ses remarques qu'il y avait quelques pays, il n'a pas précisé lesquels, qui voulaient intervenir et combattre le Hamas. Donc, j'aimerais savoir quels sont ces pays. Mais en attendant, l'Indonésie affirme, comme vous l'avez dit, que ces 8000 soldats ne seront pas engagés dans des combats et que leur mission serait humanitaire. Maintenant, ce qu'il est dit lorsqu'on parle de protéger les civils. Donc, la question est, contre qui protège-t-on ces civils, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas en mode combat, si le Hamas arrive armes à la main, essayant d'abattre des civils qui collaborent soit avec la force humanitaire, soit avec Israël, est-ce que ces soldats indonésiens vont riposter? Et ce que nous avons vu par le passé, et nous en avons parlé dans nos épisodes précédents, c'est que nous avons eu des forces internationales de stabilisation comme la FINUL, qui a été déployée dans le sud du Liban après la guerre entre Israël et le Liban en 2006. Cette force a surtout empêché Israël d'agir dans la région, n'est-ce pas? Israël ne voudrait surtout pas être accusé de tirer sur des soldats indonésiens en plein échange de tirs, n'est-ce pas? Donc cela rend les opérations d'Israël dans la région beaucoup plus difficiles. Donc, nous ne savons pas quand cette force internationale de stabilisation va entrer à Gaza. Nous ne savons pas si Israël finira par éliminer le Hamas en premier. Mais je pense que le plus important ici, c'est que vous ne voulez rien voir d'autre que l'aide humanitaire de base. Et cela pourrait être de la nourriture. Et cela pourrait être des tentes envoyées à Gaza sans le désarmement complet et la démilitarisation du Hamas et de la bande de Gaza. Et vous savez, beaucoup de gens en Israël disent, vous savez, le Hamas est toujours là. Vous savez, beaucoup de gens dans la communauté internationale disent que le Hamas est toujours là. Vous savez, beaucoup.
cette opposition à Netanyahou qui permet au Hamas de rester en place, vous savez, par qui est-elle menée? C'est tellement intéressant. Vous avez la gauche, les médias de gauche qui maintenant accusent Netanyahou d'avoir laissé le Hamas en place parce que Netanyahou a dit, vous savez, victoire totale. Quand il parlait de victoire totale, il voulait dire désarmement complet du Hamas. Maintenant, la gauche dit, vous avez laissé le Hamas en place, donc vous avez échoué. Non, c'est la même gauche qui veut donner la Judée et la Samarie au Hamas, d'accord? Ils veulent voir un autre État qui ressemblerait exactement à Gaza en Judée et Samarie. Ce sont les mêmes personnes qui manifestaient il y a seulement quelques semaines dans les rues en disant « Arrêtez la guerre à tout prix pour ramener les otages », parce que ramener les otages et détruire le Hamas sont mutuellement exclusifs et qu'on ne peut pas faire les deux. Donc, on vous dit de laisser le Hamas en place, on s'en fiche. Ramenez simplement les otages, d'accord? Donc, ce que Netanyahou a fait, c'est qu'il a gelé la guerre pour ramener les otages. Et maintenant, ils disent « Bon, d'accord, très bien. Vous avez libéré les otages, mais vous avez laissé le Hamas en place. Donc, vous avez échoué, non? » Ce sont ceux qui sont prêts à tout abandonner, à tout céder, toute la Terre sainte au Hamas. Et maintenant, ils reprochent à Netanyahou de ne pas avoir éliminé le Hamas. Mais ce que fait Netanyahou est intelligent. Il dit « Hé, j'avais besoin de signer cet accord pour ramener les otages. Maintenant, le Hamas n'a plus sa carte maîtresse. Ils n'ont plus les otages. » En même temps, ce que Netanyahou veut, c'est que Donald Trump se concentre sur l'Iran. Il a dit que la tête de la pieuvre terroriste est bien plus importante en ce moment que de s'attaquer à un tentacule qui a déjà été sectionné, tu sais, à 75 ou 80% de sa capacité d'origine. Donc, tu sais, il est prêt à laisser cette situation s'envenimer. Et la situation est acceptable. Israël a pris 53% de la bande de Gaza. Ils tiennent cette zone depuis des mois maintenant, d'accord? Et rien n'indique qu'ils vont la rendre tant que le Hamas ne sera pas complètement désarmé et que Gaza ne sera pas totalement démilitarisé. Le Hamas n'est actuellement pas une menace pour l'intérieur israélien, d'accord? Il n'avait pas forcément besoin de représenter cette menace le 6 octobre, mais il y avait beaucoup d'arrogance dans l'armée et les services de renseignement israéliens, ce qui a permis que cela se produise. Israël aurait pu empêcher cette attaque et nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé les 6 et 7 octobre. Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, si le Hamas veut continuer à pointer ses armes sur les citoyens de Gaza et qu'ils veulent que les citoyens de Gaza pourrissent dans les ruines de la bande de Gaza, vivent sous des tentes, vous savez, pour l'éternité, quel est le problème avec ça? D'accord. Il y a une grosse carotte brandie, à savoir des milliards de dollars d'aide à la reconstruction. Si quelqu'un a vu les photos que Jared Kushner montrait à Davos, Gaza pourrait être complètement modernisée et différente, mais si le Hamas ne veut pas de ça, qu'ils mijotent dans leur coin. Quel est le problème? Donc, à un certain moment, Israël va devoir gérer la situation et les États-Unis vont devoir gérer l'Iran. Une fois que cela sera fait, vous verrez si Israël revient pour s'occuper du Hamas, pour désarmer et démilitariser. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'argent commencera à affluer. Espérons seulement que la force internationale de stabilisation ne complique pas les choses. Oui, absolument. Et en prenant tout cela en considération d'un point de vue purement pratique au quotidien, la guerre continue toujours à Gaza. La semaine dernière, les FDI ont annoncé avoir démantelé un tunnel souterrain d'1 kilomètre de long, un tunnel terroriste qu'ils utilisaient pour se cacher près de Beit Kanoun, c'est dans le nord. Il reste encore je ne sais combien de kilomètres de tunnels terroristes là-bas. Et malheureusement, le sergent-chef Ofri Yafi, âgé de 21 ans et originaire d'Oshav Yogev, un soldat israélien de l'unité de reconnaissance des parachutistes, est tombé. Il semble que ce soit un incident de tir ami. Malheureusement, c'est vraiment, vraiment triste. Donc, un soldat à Gaza qui combat les terroristes du Hamas, même si nous ne sommes pas à l'offensive comme lorsque c'était un front de guerre actif. La guerre se poursuit à Gaza. Un soldat est mort cette semaine. Oui, démilitariser Gaza signifie aussi la destruction de l'ensemble du réseau terroriste. Et vous savez, je pense qu'Israël croit avoir détruit environ 150 km de réseau terroriste. Mais les estimations indiquent qu'il pourrait y avoir plus de 500 km de tunnels souterrains, donc il reste encore beaucoup de travail à faire. Et peut-être que la force internationale de stabilisation sera active pour tenter d'éliminer ce réseau de tunnels, n'est-ce pas? Ils ont dit que ce n'est pas un mode non-combat, mais qu'il pourrait quand même être actif dans la démilitarisation et la destruction de ces tunnels. C'est le moment de s'arrêter. Tu sais, Alex, quels que soient les Carlson, Candace Owens, le Hamas, l'UNRWA ou d'autres, le peuple juif et Israël gagneront, je n'en doute pas. C'est un bon moment pour conclure la Minute de Jérusalem sur JNS TV. Je suis Josh Aston, correspondant JNS News, avec Alex Treyman, PDG de JNS.
Je veux remercier les personnes en coulisses, notre Wogo Lantern, Ryan Lischitz, notre producteur, Zach Sickerman, Esther Eden et le responsable de la station, Yuri Sretsky. Assurez-vous de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer, n'hésitez pas à nous envoyer des super remerciements. Retrouvez tout ce contenu sur JNS TV et les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif sur jns.org. Soyez prudents et excellente semaine à tous.